Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire, ce dimanche du 6 octobre 2024, la Guinée réintègre l'Organisation internationale de la francophonie. L'organisation, l'OIF, a levé la suspension qu'elle avait infligée au pays après le coup d'État de 2021. Coup d'État mené par, comme vous le savez, par Mamadou Doumbouya. Deux partis d'opposition en Afrique du Sud demandent la destitution du président Cyril Ramaphosa. La demande est motivée et fondée sur un pseudo-scandale impliquant plus de 500 000 dollars américains en espèces et cachés dans l'orange du président Cyril Ramaphosa. Et puis, les dollars en question auraient été volés. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré veut retirer les permis d'exploitation minière aux sociétés étrangères. Il estime que son pays, le Burkina Faso, a des capacités d'exploiter lui-même les mines et de produire son propre or. Bienvenue encore. Le Ghana, pays anglophone, ancienne colonie de la Grande-Bretagne, devient membre de la francophonie alors que la Guinée, qui avait été suspendue de l'organisation suite au coup d'État de 2021, a été réintégrée. C'est là l'une des résolutions du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, tenu à Paris vendredi et samedi 4 et 5 octobre 2024. C'était à Paris, en France. Et lors de l'ouverture du sommet vendredi, la secrétaire générale de l'organisation, Louise Mushikiwabo, a assuré que l'organisation en question, l'Organisation internationale de la francophonie, s'adapte aux défis mondiaux du moment et qu'elle est multiculturelle et privilégie le dialogue. Suivons Louise Mushikiwabo. La francophonie n'est pas la France-Afrique. Elle n'est pas seulement hexagonale et ou africaine. Elle est mondiale. Elle est présente sur les 5 continents. Elle est en bien commun aux 88 États et gouvernements. Demain, nous serons plus que 88. C'est une enceinte dynamique, moderne, active, au service de projets concrets de terrain. L'OIF est donc, après 54 ans d'existence, une organisation multilatérale, intergouvernementale, qui a su s'adapter à son temps, consulter, écouter attentivement la jeunesse et les femmes, les 2 cibles principales de nos activités. C'est pourquoi nous avons adopté une stratégie multilatérale plus inclusive et plus solidaire pour tenir davantage compte de l'ensemble des préoccupations de tous nos États membres. Notre diversité, c'est notre force. Nous avons soutenu les États insulaires et désertiques dans les domaines environnementaux et porté un plaidoyer pour un accès optimal et équitable à la finance climat pour les acteurs francophones. Nous sommes intervenus pour que le pacte numérique mondial, qui vient d'être adopté à l'Assemblée générale des Nations unies, retienne la diversité culturelle et linguistique parmi les principes transversaux devant gouverner l'espace numérique. Nous nous sommes également assurés de sa traduction en français. Je remercie sincèrement mon ami et frère, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, l'ambassadeur Amandeep Singh, qui est ici quelque part dans la salle, pour nos premiers échanges en 2019 et pour le chemin que nous avons fait ensemble à Genève, à New York et aujourd'hui à Paris. Nous avons sensibilisé aux dangers des désordres de l'information en renforçant les capacités des médias en matière de lutte contre la désinformation. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en Moldavie, par exemple, où nous serons bientôt pour une mission d'observation électorale. Avec l'Union africaine,
cher ami Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, qui est aussi ici devant moi, j'ai concrétisé une coopération d'envergure pour le renforcement de compétences en français des diplomates et des cadres à Addis Abeba, ainsi qu'au service de la traduction et de l'interprétation dans quelques organisations régionales et internationales. Mesdames et messieurs, dans l'esprit d'innovation et d'agilité qui caractérise notre organisation aujourd'hui, nous avons adopté un mécanisme de suivi et d'évaluation de la situation des États et gouvernements faisant l'objet de sanctions de la francophonie. Nous en avons 3 aujourd'hui suspendus, malheureusement, qui ne sont pas avec nous. Nous aimerions que ces 3 pays reviennent dans la famille francophone. C'est en application de ces nouvelles mesures, privilégiant une approche de dialogue, d'écoute, que la suspension de la Guinée vient d'être levée, avec une exigence d'efforts supplémentaires dans le domaine des droits et des libertés. Le président français Emmanuel Macron a lui insisté lors de la clôture du sommet samedi sur le rôle de l'OIF dans la résolution des conflits un peu partout dans le monde. Il n'y a pas de double standard. Une vie égale une vie. C'est pourquoi nous avons aussi dit notre préoccupation concernant la catastrophe humanitaire au Soudan à l'occasion de ce sommet. Nous avons partagé notre soutien à l'Arménie et le Premier ministre a eu l'occasion de s'exprimer clairement lors de notre huis clos. Nous avons aussi redit l'importance de parvenir à une solution durable des crises dans la région des Grands Lacs, apporter notre solidarité avec la RDC, appeler au respect de sa souveraineté, demander une solution régionale et appeler aussi à tous les efforts de sécurisation et de démilitarisation qui sont attendus de chacune des parties prenantes. Sur le Sahel, nous avons exprimé notre volonté que l'OIF soit force de proposition et d'action, comme elle l'a été à l'égard de la Guinée. La Cour constitutionnelle sud-africaine a annoncé jeudi qu'elle entendrait le mois prochain une affaire intentée par 2 partis d'opposition pour relancer la procédure de destitution contre le président Cyril Ramaphosa suite à un scandale impliquant plus de 500 000 $ en espèces cachés dans un canapé de son ranch puis volés. Cyril Ramaphosa a évité un vote de destitution en 2022 lorsque son parti, l'ANC, le Congrès national africain, a utilisé sa majorité au Parlement pour bloquer une motion, même après qu'un rapport indépendant a soulevé des questions sur sa conduite et recommandé qu'une enquête approfondie soit menée. L'ANC a depuis été rejoint par 9 autres partis dans une large coalition pour gouverner l'Afrique du Sud, apaisant certaines critiques à l'encontre du président Cyril Ramaphosa à propos de ce scandale. Mais 2 partis d'opposition qui ne font pas partie du gouvernement d'unité, les combattants pour la liberté économique et d'extrême gauche et le mouvement pour la transformation africaine, ont déposé des documents auprès de la plus haute cour du pays, arguant que le Parlement n'a pas correctement rempli son rôle constitutionnel en obligeant le président à exercer ses fonctions. Le scandale a éclaté en juin 2022 et constituait une menace pour le leadership de Cyril Ramaphosa. Il a été révélé qu'au moins 580 000 $ en billets américains cachés dans un canapé de sa ferme à gibier de Falafala avaient été volés plus de 2 ans plus tôt et gardés secrets. Cyril Ramaphosa a été accusé d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent et de violation des lois sur les devises étrangères par les partis d'opposition. Il a nié tout acte répréhensible et a déclaré que l'argent provenait de la vente illégitime d'animaux au ranch, sans toutefois expliquer pourquoi il était caché dans les meubles, pourquoi l'argent était caché dans le canapé. Il a également été interrogé pour savoir si le vol avait été correctement signalé à la police. Et Cyril Ramaphosa a alors déclaré qu'il avait signalé au chef de la sécurité de la police, mais qu'il avait été accusé de tentative de dissimulation du vol
et de l'existence de la région. Cyril Ramaphosa a été innocenté de tout acte répréhensible par la Banque de réserve et un organisme de surveillance publique, des décisions également remises en question par certains partis d'opposition. Le vice-président du Kenya, Rigathi Gachagua, a déposé jeudi une requête auprès de la Haute Cour de Nairobi visant à faire cesser la procédure de destitution lancée contre lui par le parlementaire au début de cette semaine, selon des documents que nous avons pu consulter. Les alliés du président kenyan William Ruto ont déposé mardi une motion au Parlement visant à destituer Gachagua, l'accusant d'attiser la haine ethnique, de saper le gouvernement et d'accumuler un portefeuille immobilier important et inexpliqué. Rigathi Gachagua dit qu'il a été mis à l'écart et a nié les accusations des alliés de William Ruto selon lesquelles il était à l'origine de violentes manifestations antigouvernementales de ces derniers mois. Rigathi Gachagua a déclaré que la motion de destitution était basée sur des mensonges qui constituaient un lynchage politique chorégraphié et destiné à vaincre la volonté souveraine du peuple kényan exprimée lors de l'élection présidentielle tenue en août 2022 selon les documents en question. Originaire de la région peuplée du Mont Kenya, Rigathi Gachagua a contribué à mobiliser un large bloc électoral qui a aidé le président William Ruto à accéder au pouvoir par les urnes, mais les deux se seraient depuis disputés et les relations sont tendues. Le vice-président est devenu moins influent depuis que William Ruto a nommé des membres de la principale coalition d'opposition à son gouvernement après que les manifestations de juin et juillet contre le projet d'augmentation des impôts au cours desquelles plus de 50 personnes ont été tuées. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, s'est engagé mercredi à mettre en œuvre des mesures correctives pour protéger les revenus de la population après la chute de la nouvelle monnaie du pays, adossée alors sur le marché noir 5 mois après son introduction. Le ZiG, abréviation de Zimbabwe Gold, a été dévalué de 43% il y a une semaine, après avoir perdu près de 47% sur le marché noir. Nous notons avec inquiétude la résurgence des activités de marché parallèle motivées par des tendances spéculatives. Des mesures correctives sont mises en place pour protéger les Zimbabwéens des perturbations, a déclaré Emmerson Mnangagwa dans un discours au Parlement. Emmerson Mnangagwa a déclaré que la dévaluation du ZiG permettra une plus grande flexibilité et encouragera les détenteurs de devises à négocier sur le marché officiel. Le gouvernement reste déterminé à soutenir la monnaie en mettant de côté 50% des réserves pour constituer des réserves à tir déclaré. Le ZiG est la 6e tentative du pays de parvenir à une monnaie stable en 15 ans après une crise d'hyperinflation sous le gouvernement de Robert Mugabe. Après une réunion avec les responsables de la Banque centrale, l'Association des banquiers du Zimbabwe a déclaré mercredi que la décision de la semaine dernière entraînerait une hausse des prix et affaiblirait la confiance. Le Burkina Faso envisage de retirer les permis d'exploitation minière à certaines sociétés étrangères et cherchera à produire davantage son propre or. C'est du moins ce qu'a indiqué le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition, sans préciser quel permis pourrait être annulé. Nous savons comment extraire notre or et je ne comprends pas pourquoi
nous allons laisser les multinationales venir et l'exploiter, a déclaré Ibrahim Traoré dans un discours radiophonique à l'occasion de 2 ans de sa prise de pouvoir. En fait, nous allons retirer les permis, a-t-il déclaré. Il faut dire que toutes les mines d'or sont inscrites actuellement dans notre agenda parce que pour l'or, quand même, nous savons l'exploiter. Et c'est ce que je disais, je ne comprends pas pourquoi on sait exploiter l'or et qu'on doit donc laisser des multinationales venir exploiter notre or. Donc c'est dans ce sens que j'ai dit qu'il y a des permis qu'on est en train de retirer et qu'on va le faire nous-mêmes. Donc la mine d'or fait partie et de Pourra, fait partie de ces mines que nous comptons exploiter. L'APEC, si vous voyez, l'APEC a commencé dans la zone du sud-ouest avec sa première mine. Nous allons continuer aussi, autant qu'ils vont monter en puissance, à leur donner des permis pour qu'ils exploitent eux-mêmes. Et l'autre société, la Sopamib est actuellement aussi opérationnelle. C'est à travers la Sopamib que nous avons donc payé les 2 mines Bongo et Wayon. D'autres mines seront donc dans le patrimoine de la Sopamib pour leur permettre aussi d'exploiter ces mines industrielles-là. Donc, Pourra faire bien partie. Il n'a pas précisé quel permis ne fournit plus de détails. L'or est la principale exploitation du Burkina Faso, pays où la frustration suscitée par une crise sécuritaire a contribué à amener les militaires au pouvoir en 2022. Depuis lors, il a rompu ses liens avec les alliés occidentaux et recherché des relations plus étroites avec les pays comme la Russie ou la Chine. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 6 octobre 2024. Je vous en rappelle les titres principaux. La Guinée réintègre l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF vient de lever la suspension qui avait été infligée au pays après le coup d'État de Mamadou Doumbouya il y a 3 ans. Deux partis d'opposition en Afrique du Sud demandent la destitution du président Cyril Ramaphosa. La demande est fondée sur un pseudo-scandale impliquant plus de 500 000 $ américains en espèces cachés dans un canapé dans le ranch du président sud-africain. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré veut retirer le permis d'exploitation minière à certaines sociétés étrangères. Il estime que son pays a des capacités d'exploiter les mines lui-même et de produire son propre or. Mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de l'édition de ce dimanche 6 octobre 2024. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous dimanche prochain, ce sera le 13 octobre 2024. D'ici là, portez-vous bien et passez une très agréable semaine. Au revoir.